J'en étais à mes années de ce que j'appelle postdoctorat. Le mot n'existait pas à l'époque. Qui sont les années, disons, de la fin de l'écriture du livre que j'ai tiré de ma thèse et les années qui suivent. C'est-à-dire qu'au moment où le livre que j'ai tiré de ma thèse, La tente dans la solitude, paraît, je ne crois plus à ce style d'anthropologie. Hein, vouloir rendre compte d'une manière globale de l'ensemble d'une société, je n'y crois plus. C'est ce à quoi m'avait conduit mon passé, et notamment mon passé de matheux, pas seulement de quelqu'un qui avait commencé l'anthropologie en lisant Lévi-Strauss et qui avait vécu dans l'entourage de Dumont, enfin qui avait travaillé dans l'entourage de Dumont, euh, j'y croyais plus. Et il y a donc eu une période assez douloureuse intellectuellement de bon dire j'ai publié un livre, il vaut rien. Là, bon, maintenant je le vois de loin, je le relis plus. Hein, si j'ai eu à relire il n'y a pas longtemps le chapitre sur la tente, oui, mais comme là il y a que de la description, ça va, ça va, ça va. Je me pardonne, mais il y a un peu. Bon. Mais c'est un regret idiot. Enfin, il y a eu toute une époque où je me disais, s'il avait pu ne pas exister, mais on peut pas. Une fois qu'un livre est paru, il est paru, hélas. Bon, bon, mais tant pis, voilà. Mais donc, j'ai eu cette période où il faut que j'écrive un livre pour effacer celui-là. C'était vraiment bon. Et ça a été bien long, puisque, disons, ce livre-là, La tente dans la solitude, a paru en 87. Le livre qui, je crois, l'a effacé et m'a apaisé, bon, c'est Jean de Parole qui a paru en 2000. Il y a 13 ans. C'était, bon, un long, oui, ou de sentiment de malaise. Bon, malaise, je vivais, hein, bon, mais bon, il faut. Alors, j'ai quand même fait des choses entre-temps. D'abord, j'ai fait à nouveau des séjours, alors cette fois plus courts chez les Touaregs. Hein, j'en ai fait toute une série, ça a dû faire en tout peut-être une année supplémentaire que j'ai passé là-bas. Beaucoup plus détendu. J'avais écrit ma thèse, j'avais plus l'obligation de recueillir. Bon, ça veut dire, il fallait, bon. Et, et je me dis, mais c'est pas possible, on devrait. C'est dommage que j'ai pas fait tous mes terrains dans l'état d'esprit qui était le mien ensuite. Bon, mais on peut pas. Je veux dire, au début, il fallait que j'écrive ma thèse, il fallait qu'il y ait des choses qui se passent. Là, j'allais voir mes amis, parce que la famille de Moussa, la famille de Tibda, dans le campement duquel j'avais vécu, il y a d'autres familles aussi bon, auxquelles je m'étais attaché. J'allais voir mes amis. Ça, je me souviens de mon premier retour. Donc, je suis rentré en juin 79. Mon premier retour, c'était un séjour très court. C'est en février 80. Donc là, et je me souviens c'était, je revenais au paradis. Mon séjour mon retour était un peu difficile. C'est le retour du terrain. Bon, je me souviens que j'avais eu une conversation avec quelqu'un qui avait été coopérant et qui m'avait dit, tu sais, le retour en Europe, 3 ans de réadaptation. Non, ou plutôt non. Combien il m'avait dit? Je sais plus combien il m'avait dit. Oui, peut-être ou 3 ans. Oui, je sais plus. Bon. Ou je sais plus quel temps. Il m'avait dit c'est long. Ou peut-être non. Il a peut-être dit 1 an. Il faut 1 an pour se réadapter. Et je m'étais dit oui, mais lui, il a vécu comme coopérant entre Européens. Moi, combien d'années je vais jamais me réadapter. Enfin bon. Puis bon, on se réadapte. Je veux dire bon, on se réadapte. Bon, bon. Et bah bon. Entre autres, c'est assez drôle. Chez les Touaregs, on est quand même assez musulmans de ce point de vue-là. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Ça m'a pas fait de mal d'ailleurs, parce que ça m'a. Bon. Bon. Et je crois que la première fois que j'ai bu un peu, mais rien, 2 verres de Porto à la suite, qu'est-ce que j'étais. Bon, je dirais, ça faisait aussi la réadaptation difficile. Bon. Mais bon, je me suis réadapté, mais il y a eu, bon, quand même des moments difficiles. Et là, ce retour, ce premier retour en février 81, je me souviens que j'étais au paradis. Là, c'était bon. Et je me souviens de fou rire. J'avais atteint quand même une connivence. Et par exemple, c'est là que je me dis, oh, quand même. Euh, alors, il y avait un oncle de Moussa, Haïdara, il s'appelait. Haïdara, puisque j'avais une maison à Agadez, hein, bon, et il
venait de temps en temps, bon, s'occuper de nettoyer ou autre, donc je l'avais employé. Bon. Bon. Et donc, bon. Et à la fin, bon, à la fin de mon séjour, en 79, j'avais laissé une petite somme, bon, bon. Et avec le peu que je lui avais donné, il s'était marié. Il avait pris une nouvelle épouse. Il avait quitté sa femme, qui était une femme de son âge, et il avait pris une petite jeune. Bon, c'est la vie. Et ça n'avait pas marché, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, à mon avis, la culpabilité, bon, il était revenu avec sa femme, il avait laissé sa petite jeune, il était revenu avec sa femme. Et je me souviens que Moussa, alors je dis son oncle, c'est pas son oncle. Au début, en français, il m'avait dit c'est mon oncle, puis après, non, c'était son cousin croisé. Hein, ce qu'on appelle dans le jargon ethnologique cousin croisé. C'est-à-dire qu'il devait, ça devait être le fils de son oncle maternel ou de sa tante paternelle. Et chez les Touaregs, comme dans beaucoup de sociétés, on plaisante, on se laisse rien passer entre cousins croisés. Donc on nous dit, tu sais, Haïdara, il s'était marié, puis il est revenu avec sa femme. et, je, et je me souviens que Moussa, alors Moussa me fait juste ce geste, il me fait... Et je me souviens d'avoir éclaté de rire en voyant ça. Ça voulait dire, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa femme, c'est ce qu'il se disait, sa femme lui a fait boire un sortilège. C'est-à-dire qu'elle est allée voir un lettré. Le lettré a écrit les versets coraniques idoines sur une planche. Hein, bon, et il l'a lavé. Et elle a pris l'eau du lavage et elle a dû s'arranger pour le verser dans son porridge, enfin, bon, dans sa bouillie de mil, etc. Bon, c'est ce qui se disait. Mais c'est là, quand je repense à ça, je me dis, ah, j'étais quand même arrivé à un degré de connivence. Et puis c'est vrai que, dire, on a beaucoup ri. Enfin, je veux dire, je me souviens de mon terrain comme, et notamment avec la famille de Moussa, les forgerons sont plus détendus. Je veux dire, c'est bon. Je suis finalement assez content d'avoir vécu ce degré de connivence et de connivence dans le rire notamment. Enfin, bon. Et, euh, mais, attendez, on fait une petite intervention, j'ai perdu mon fil, je ne sais plus où j'en étais là. À la connivence. Ah oui, là j'ai commencé en disant mon retour, j'ai fait mon retour, oui, oui c'est ça, oui, d'accord, je vois, oui. Et en tout cas, dans tous ces séjours que j'ai fait après, j'en ai fait, bon, un peu, je venais un peu tous les ans, jusqu'au moment des rébellions en 90. Hein, bon, mon dernier séjour, c'est en juin 90. Bon. Et maintenant, c'est vrai que j'ai plus envie, à supposer que ce soit possible, mais ça ne serait probablement pas, de revenir là-bas. Les gens que j'ai connus, les vieux sont morts, ceux qui avaient mon âge, ils sont vieux maintenant, ils sont moins disponibles. Bon. Mais j'y suis plus allé depuis 90. Mais les séjours que j'ai fait là-bas, j'avais plus d'obligations. Et donc, alors il y a quand même une chose que je faisais, mais ça c'est avec alors Moussa et ses cousins, et ça ils le faisaient volontiers, ça les amusait aussi. J'ai travaillé à la mise au net des poèmes que j'avais, fait des chants que j'avais. Bon, ça c'était un travail technique, bon, scolaire, on le faisait ensemble, on regardait en détail. Bon, des fois je comprenais mal sur la bande, il fallait qu'il me répète. Et puis il y avait, la poésie, c'est une langue assez complexe, il y a des fois des images obscures. Je me souviens par exemple, il y a bien des cas, c'est-à-dire qu'il y a un appareil critique assez lourd dans le recueil de poèmes que j'ai publié en 92. Je l'ai malheureusement pas ici, ce recueil de poèmes. Là, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et un recueil que j'ai co-signé avec Moussa, parce que pour le coup, le lourd appareil critique, c'est l'œuvre de Moussa. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, la présentation typographique, je l'ai calquée sur la présentation typographique des poésies touareg recueillies par Foucault. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un vers touareg, sa traduction juxtalinéaire, un commentaire, et éventuellement une traduction un peu plus proche du français, puis en bas de la page, une traduction en français court. Bon. Donc j'ai fait ça. Pour moi, c'était le modèle. Je sais que des gens m'ont dit, mais ça se fait plus comme ça fait rien. C'était mon modèle. Bon. Mais l'appareil critique, c'est souvent dire, ben voilà, la métaphore, là, voilà ce qu'elle veut dire, voilà pourquoi il dit ça. Par exemple, il est question, enfin, on dit, un poète s'adresse comme ça aux gens, et il dit...
Tu pourrais être riche, revêtir toutes les étoffes de Kano. Kano, c'est une ville du Nigeria, d'où viennent des étoffes teintées à l'indigo. Hein. Tu pourrais avoir des troupeaux par milliers. S'il se tient à côté de toi, l'homme qui a du charme, un esgomas, même s'il est vêtu d'un pagne de cuir, euh, tu aurais le natron, il aurait le tabac. Il aurait le tabac, tu aurais le natron, et il t'en chargerait comme un chameau de bas. Il aurait le tabac, tu aurais le natron. Bon, je peux traduire, mais bon. D'ailleurs, c'est drôle parce que Karl Pras, justement, ce grand linguiste qui n'a pas vu les choses de trop près, il a recueilli le même poème, il l'a traduit. Là, il dit, ben oui, il y a un don rituel de tabac et de natron. Non, rien du tout, il n'est pas tombé sur les... Il n'a pas vu comment les gens chiquaient le tabac. Quand on chique le tabac, bon, on prend le tabac, puis on prend un peu de natron, qui est un sel basique, et un peu, ça fait penser un peu au bicarbonate de soude. Hein, bon. Euh, euh, on en croque un peu. Hein, il y a comme ça des gisements de natron, on en croque un peu, ça atténue l'acidité du tabac. Donc on a besoin de natron pour chiquer le tabac. Mais l'important dans la chic de tabac, c'est quand même le tabac. Bon, le natron, c'est le complément utile, mais bon. Donc dire à quelqu'un, lui, il a le tabac, toi, tu as le natron, ça veut dire il a la bonne part, toi, tu as la mauvaise part. Et en clair, lui, il aurait toutes tes filles, toi, il te reste rien. C'est ça que ça veut dire. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Et, et bon, mais là, pour le coup, Moussa et ses cousins, parce qu'on faisait ça, je me souviens, on était tous ensemble, on se faisait repasser la bande, et puis chacun donnait son commentaire, etc. Bon, et moi je transcrivais, bon, c'est un travail dont je me souviens, ça c'était quand même la partie technique que j'ai continué à faire, qui n'était plus vraiment de l'ethnographie, ça c'était un travail d'orientaliste, que j'ai aimé faire, que je crois Moussa et ses cousins ont aimé faire avec moi, ça les amusait beaucoup. Du coup j'ai bien entendu co-signer le livre avec lui. Aller de soi, enfin, bon. Et puis j'ai aimé le faire, j'ai aimé lui dire, quand j'ai dit, tu sais, on va mettre nos deux noms sur la couverture, il était un peu surpris, ça correspondait peut-être pas à grand-chose pour lui, quoique maintenant il vit aux États-Unis, donc il est plus habitué à nos mœurs, donc, mais à l'époque, il avait été surpris, ça lui a fait plaisir, mais sans plus, c'était quelque chose que je lui devais, et j'ai aimé le faire, ça c'était un peu une manifestation d'amitié, enfin, le minimum que je pouvais faire en retour de ce qu'il m'a donné. Enfin, bon. Et bon, mais en dehors de ça, et aussi, bon, mettre net les chants de forgeron, là c'est un des cousins de Moussa qui m'a beaucoup aidé, qui était habitué à officier dans les cérémonies, donc, et lui, c'est même lui qui venait me voir, allez, il faut qu'on travaille, allez, je vais t'en dicter de nouveau, vas-y, bon. Euh, euh, donc ça, j'ai continué à être technique, disons, à être un universitaire qui travaille avec des gens qui étaient contents de travailler avec lui, là, je pense. Bon. Mais par ailleurs, j'étais là. J'écoutais, je participais un peu aux conversations. Bon, quand c'est bon. Et puis, bon, quand des choses intéressantes se disaient, je prenais discrètement une note, ou après, quand j'étais un peu à part moi, je prenais des notes. Bon. Disons, je prends ça. C'était même pas dire il faut, c'est pour publier, etc. Bon, j'étais tranquille, ma thèse était faite, donc il n'y avait pas. Bon. Puis mes poèmes seraient, enfin les poèmes que j'avais recueillis et les chants seraient publiés. Donc ça, c'était bon, je laisse s'accumuler. Simplement, c'est des souvenirs auxquels je tiens. Bon, voilà, je note. Voilà, il s'est dit ça, bon, tel a fait ça. Bon. Mais il n'y avait pas la fièvre, l'inquiétude de recueillir. J'étais là, heureux d'y être. Bon, c'était à chaque fois dans... Bon, ma vie à Paris, elle était ce qu'elle était. J'ai mis assez longtemps pour avoir un poste. C'était pas une vie misérable. C'était la bohème, c'était pas la galère. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans ma situation, cette situation-là, aujourd'hui, ça serait la galère. Là, c'était la bohème, avec son charme, la bohème. J'ai écrit, bon, là, vraiment, là, le temps dans la solitude, j'en ai écrit une bonne partie. J'étais dans une petite chambre de bois, je me souviens maintenant, de 2 mètres sur 3, en haut de l'île de la Cité, ça donnait sur l'île de Saint-Louis, et j'ai des souvenirs très heureux. J'écrivais dans la fièvre, bon, t'entends, je regardais par le toit, puis c'était bien, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, j'allais me promener. C'était la vie de bohème, la vie, bon, c'était idéal pour écrire un livre. Je gagnais ma croûte en donnant des cours de maths, et puis il y a ces séjours que j'ai fait à Oxford. Bon, mais quand même, bon,
les séjours que je faisais au Niger, là, c'était la lumière, totalement la lumière. Bon. Mais petit à petit, bon, d'une part, bon, il était de plus en plus impérieux que j'efface ce premier livre, mais petit à petit, je me suis aperçu que ce qui s'accumulait comme ça, sans que je cherche et sans que je fasse rien de spécial, bon, pour l'avoir, enfin, en étant aussi transparent que possible, je ne l'étais pas toujours, mais bon, bah, oui, ça allait peut-être être un livre. Ça allait peut-être le livre suivant. Un livre, bon. Et ce deuxième livre, que j'ai appelé Gens de parole, qui traduit un terme, enfin une expression touareg, Kelawal. Les Touaregs disent parfois, pour parler des gens, des Touaregs, Kelawal. Enfin, et même plutôt des gens du passé, les gens dont nous viennent leurs paroles, Kelawal. Bon, Gens de parole, c'était un peu, oui, là, ce que j'avais recueilli comme ça, de paroles. Alors, on n'oubliait pas nécessairement que j'étais l'ethnologue. Je me souviens, j'avais et ça, c'est l'un des premiers chapitres de ce livre, Gens de parole. J'étais avec le beau-frère de Moussa, qui était un gars très fin, très raffiné, extrêmement raffiné, comme les Touaregs peuvent l'être. Et je me souviens, il y avait une conversation, où il menait une conversation avec une femme. Il était question d'une personne qu'il connaissait, d'une femme qu'il connaissait, qui avait une vie difficile. Qui se mariait, qui divorçait, qui se mariait, bon. Et lui, tentant ponctuer ce qu'il disait d'une phrase bien sentie, enfin, un peu sentencieuse, bon. Et elle était orpheline de mère. Hein. Lui, il commence en disant Yokala rao ornelamas. Il l'a dit plusieurs fois, malheureux l'enfant qui n'a pas de mère. Et je pense qu'il y avait un chant qui circulait à l'époque, c'est Yokala Rao Nelaties, malheureux l'enfant qui n'a pas de père. Le chant continuait, malheureux d'enfant qui n'a pas de père, il ne peut pas se payer un chameau pour briller lors des fêtes, etc. Mais là, c'était une phrase tendancieuse qui aurait pu figurer dans une chanson. Donc il dit Yokala, malheureux l'enfant qui n'a pas de mère. Il le dit plusieurs fois. Et puis, à un moment, il ajoute Shehet Tamtut. A fortiori si c'est une femme. Parce que Arao, c'est neutre, ça peut être un enfant. Bon. Et là, une femme continue cette phrase en citant un proverbe. Est-ce que je me rappelle le proverbe? Le proverbe, je ne me rappelle plus, il est dans mon livre. En tout cas, disons vraiment un proverbe. On a eu comme ça cet homme qui menait la conversation, qui un peu la ponctue. Je veux dire, il est le maître de maison, ça se passait chez lui. Il y avait une certaine force chez cet homme, il n'était pas bien vieux, bon, donc vraiment, il commande donc à chaque fois d'une phrase sentencieuse. Il ajoute ce qui est vraiment la conclusion, on arrive au terme, malheureux l'enfant qui n'a pas de mère, surtout si l'enfant en question est une femme qui là cite un proverbe, qu'il répète, et ce qui est très drôle, c'est peu importe le proverbe, c'est qu'il me dit, tu le connaissais celui-là? Écris-le. C'est-à-dire que là, on n'oublie pas que je suis l'ethnologue, et que un ethnologue, ça aime bien les trucs un peu formels, quoi. Un proverbe, ça c'est pour toi. Vas-y, prends. Là, c'est ton boulot, vas-y. Fais l'ethnologue. Bon. Il avait parfaitement compris ce que j'étais supposé faire. Bon. Ce côté maître de maison, il était aussi avec moi. Fais ton boulot. Mais en tout cas, ce livre, il est comme ça, né de ces paroles, de ces conversations, où j'essayais de rendre tout le raffinement, toute la délicatesse de l'art. L'art, il y a vraiment un art de converser. Chez les Touaregs, dans toutes les sociétés, il y a un art de converser. Mais les Touaregs aiment parler de l'art de converser. C'est-à-dire que mais on aime dire qu'on sait parler. Enfin, que celui qui ne sait pas correctement parler, c'est pas un Touareg. Bon. Et l'autre genre de paroles dont je parle, il y a d'abord les paroles de tous les jours, dont je parle dans ce livre, ce sont les poèmes. Il y a 2 chapitres qui commentent les poèmes, alors ceux que j'avais recueillis et aussi ceux qu'avait recueillis le père de Foucault. Alors il y a 2 sortes de poèmes. Il y a, enfin moi c'est surtout des poèmes amoureux, c'est même uniquement des poèmes amoureux, que j'ai recueillis. Donc ces poèmes où un homme gémit de sa solitude, de la solitude où le laisse une femme trop cruelle. Bon. L'un des grands thèmes d'ailleurs de la poésie touareg, c'est un homme voulait venir au campement de la femme aimée, il arrive et puis elle n'est pas là, le campement a déménagé,
et il se retrouve face à l'aire déserte du campement abandonné. Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que j'ai appris après, c'est que c'est le grand thème de la poésie arabe archaïque. Ce qu'on appelle ça même, c'est la déploration sur le campement abandonné. Les grandes odes de l'Arabie archaïque commencent, c'est le nasib, c'est le début du poème, on appelle ça le nasib, mais le nasib, c'est le poète pleure sur l'aire du campement abandonné, du campement où il espérait retrouver les Touaregs l'ont repris. Ça, c'est bon. Et d'une manière générale, la poésie touareg, la poésie amoureuse touareg, on y lit sans problème l'influence lointaine de la poésie arabe. C'est bon, de la poésie arabe archaïque. Cette poésie dite archaïque. Enfin, archaïque, oui, au sens que c'est la poésie, la première poésie, la poésie de l'arché. C'est la plus ancienne poésie arabe qu'on ait transcrite. Elle est parfois appelée poésie anté-islamique. Elle l'est peut-être, mais elle a été recueillie au début de l'Hégire. Donc, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est recueil, qu'est-ce qui est recréation par les anthologues du début de l'islam, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se retrouve, et même, il y a le grand nom de la poésie arabe archaïque, Imru al-Qais, qui est une figure légendaire, mais qui emprunte peut-être à une véritable figure historique, un prince syrien qui aurait vécu au VIe siècle. Imru al-Qais se retrouve dans le folklore touareg, et même chez certains poètes touareg citent Imru al-Qais comme étant le grand rival qu'il faut espérer surpasser. Bon. Donc c'est une poésie qui est parfaitement touareg, mais qui est une poésie d'origine lettrée, d'origine arabe et d'origine lettrée. Alors, très peu de Touaregs que je connaissais sont lettrés. Lettrés voulant dire sachant lire l'arabe. Être lettré dans cette société, à l'époque où j'étais en tout cas, c'est comme être lettré au Moyen-Âge, savoir le latin, c'est savoir l'arabe. Il y en avait très peu. Mais quand même, des choses connues des lettrés, parce qu'il y en avait quelques-uns, pas trop dans la tribu où j'étais, connues des lettreux se diffusent après. Se diffusent un peu auprès des gens qui ne sont pas lettrés. Notamment les thèmes poétiques. Et ce qu'on peut dire de telle ou telle figure de la poésie anté-islamique, dont Imru al-Qais. Donc c'est de ça que parlait ce livre, la poésie amoureuse, et aussi la poésie guerrière. Alors la poésie guerrière, là, je n'avais pas grand-chose. Il y en a eu après, une poésie guerrière, c'est les rébellions au produit des chants. Bon, il y a quelques jeunes collègues qui ont publié là-dessus. Bon, c'est le travail pour eux, là. Bon. Alors, je suis peut-être un vieux monsieur, mais littérairement, elle n'était pas aussi belle. Je n'ai pas trop regardé. Littérairement, elle n'était pas aussi belle que la poésie que j'appellerais classique, plutôt que traditionnelle. La poésie classique qui existe toujours. Donc celle-là m'intéressait. En plus, c'était un défi de la traduire. Enfin, bon. Donc là, il y a des jeunes gens qui travaillent sur cette poésie proprement guerrière et d'actualité. Je leur laisse, je reste avec mes vieux poèmes classiques. Bon. Mais en tout cas, les poèmes guerriers, ça, c'est les poèmes recueillis par le père de Foucault. Et il les a recueillis en 1907. Les Français étaient installés au Gard depuis 1904, et ce sont des poèmes qui, pour l'essentiel, datent du 19e siècle. Bon. Et dont on a des raisons de penser qu'ils s'étaient transmis fidèlement. Et alors, il y a des poèmes amoureux, du même style que ceux que j'ai recueillis, du même style, et avec les mêmes thèmes dont il faudra reparler. Et il y a des poèmes guerriers, alors qui ont un intérêt, parce qu'ils nous donnent un aperçu de ce qu'était la vie politique dans l'ancien monde touareg, de l'ère précoloniale. Et c'est dans ce sens-là que j'en parle dans ce livre, mais ça, on va y venir.